Donc, deuxième partie de notre séminaire, on quitte momentanément l'évaluation au quotidien qui aide aux apprentissages pour passer aux évaluations bilan des acquis. Nous avions déjà évoqué ce thème, bien sûr, lors du premier séminaire, en pointant certaines faiblesses de notre évaluation, de nos évaluations finales. Je reviens très rapidement, par exemple, sur deux types d'évaluations. Je citerai le conseil de classe de fin d'année, par exemple, qui est bien une évaluation des acquis d'une année, ou bien, plus classique, les évaluations bilan que sont le brevet des collèges, que sont les examens, en fait, le brevet des collèges ou le baccalauréat. Ce sont des moments qui sont les uns comme les autres importants dans la scolarité d'un élève, importants aux yeux des élèves et aux yeux des parents. Ce sont des moments auxquels l'administration consacre beaucoup de soins d'organisation et les enseignants beaucoup de temps pour renseigner des bulletins ou corriger des copies, sans compter, par exemple pour le baccalauréat, sans compter le coût en euros cette fois, et non seulement en temps humain, le coût de telles opérations. Et malheureusement, tous ces efforts conduisent à souvent un oui ou non, c'est-à-dire que le résultat de tout cela, c'est oui, il a eu le brevet, il a eu le baccalauréat, il passe dans la classe supérieure, ou non, il ne l'a pas eu. Et que tire-t-on de tous ces efforts conjugués et pour l'élève, et pour les familles, et pour la scolarité de l'élève? Bien, fort peu de choses. On s'était interrogé sur le pourquoi. Il est clair que rares sont les cas où on se penche en début d'année sur le bulletin scolaire d'un élève. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'en fait, les informations qu'on y trouve sont relativement peu exploitables. On y trouve des notes, des moyennes, des classements, sa position dans la classe par matière, mais on n'y trouve pas grand-chose de plus qui soit utile pour démarrer une année scolaire. Et quand un élève a eu, par exemple, le brevet, il est fort difficile de savoir par le jeu, là aussi, des notes, des coefficients et des moyennes agrégées, si il a eu le brevet, par exemple, grâce à une excellente prestation en français ou malgré une expression écrite totalement déplorable. Donc, en fait, beaucoup d'énergie pour un bilan des acquis qui parle fort peu, et on l'avait longuement regretté. Alors, pour ne pas rester sur du négatif, nous sommes allés chercher d'autres modes d'évaluation des acquis des élèves, des moments de bilan, et nous sommes allés les chercher dans deux directions. Une direction autour de pratiques de lycée professionnel et une autre qui nous amènera à reparler de la validation, de l'évaluation et de la validation du socle commun. Donc, dans un premier temps, nous restons en France dans cette séquence. Nous allons au lycée professionnel et nous allons donner la parole tout d'abord à, ah oui, on a changé d'ordre, excusez-moi, à Françoise Giraud qui va nous parler d'un dispositif de délivrance des diplômes par contrôle continu. Françoise Giraud a bien connu ce dispositif pour l'avoir vécu en tant qu'enseignante en lycée professionnel, professeur de lettres, histoire, géographie, puis comme formatrice d'enseignants sur ces mêmes dispositifs, et enfin comme responsable de sa mise en place en tant qu'IAIPR dans deux académies différentes. Donc, je vais donner la parole à Françoise Giraud, IAIPR honoraire, donc, pour nous parler de ce dispositif de délivrance de diplôme par contrôle continu. Et nous aurons ensuite une seconde intervention, toujours pour le lycée professionnel, qui sera cette fois-ci sur le contrôle en cours de formation et qui sera animée par Christelle Bayon, qui est professeure de lettres, histoire, géographie dans un lycée professionnel de Nantes et doctorante en histoire contemporaine à l'université d'Angers. Donc, deux plongées dans le monde du lycée professionnel et à deux époques un peu différentes. On donne la parole à
Françoise Giraud. Euh, je vais vous présenter quelque chose qui n'existe plus, puisque ce dispositif qui a été expérimenté dans les années 1970 s'est arrêté vers les années 1995. Alors, après avoir écouté tous les exposés précédents, ce qui me frappe, c'est à la fois l'aspect daté de ce que je vais de ce que je vais présenter, quelquefois un peu rudimentaire, je pense à la didactique du français par exemple, et en même temps, tous les germes qu'il y avait dans ce dispositif d'expériences qui vont s'épanouir, bah, par exemple, dans ce que nous ont montré les collègues de Québec ou de Suisse. Alors, je l'avais appelé de l'évaluation certificative à l'évaluation formative. Cet exposé, bon, c'est un... Donc, j'expliquerai évidemment ce petit paradoxe dans le titre de l'évaluation certificative à l'évaluation formative. Donc, nous allons, pour ça, nous remonter le temps. Nous sommes en 1900, dans les années 1970, sous la présidence de Georges Pompidou. Olivier Guichard est le ministre de l'Éducation nationale et appuyé par les organismes patronaux de l'époque, et en particulier l'UIMM qui a joué un rôle très important dans la formation professionnelle en France, veut conduire une réforme ambitieuse. Il s'agit de moderniser et d'adapter les formations professionnelles aux besoins du marché du travail, mais aussi de réduire les coûts des examens et de diminuer les échecs des élèves aux épreuves ponctuelles. En effet, à cette époque-là, la délivrance des diplômes dans la voie professionnelle est particulièrement complexe, avec ses 400 CAP, plus de 200 BEP, alors que c'est un diplôme nouvellement créé, et des brevets professionnels qui peuvent être académiques, départementaux, voire municipaux. Ce système est dévoreur de temps enseignant. Il s'agit en effet de les réunir pour concevoir des sujets, surveiller, faire passer des épreuves. Et dans l'enseignement professionnel industriel, ces épreuves sont souvent lourdes, longues, nécessitent du matériel. Et il faut aussi corriger, participer à différentes commissions. C'est un système qui est aussi générateur d'échecs à l'examen terminal. Le ministre charge Bertrand Schwartz, directeur de l'école des mines, de conduire cette réforme. Et la mission d'inventer une nouvelle forme de délivrance des diplômes est confiée à Alain Elie, ingénieur des mines, son collaborateur. Alors pourquoi deux ingénieurs des mines? Eh bien parce que tout d'abord, Bertrand Schwartz a lui-même conçu pour l'école des mines un système de certification proche de ce que sera par la suite le système des unités capitalisables. Quant à Alain et lui, quant à Alain et il a inventé les référentiels de compétences lorsqu'il a piloté la reconversion des mineurs de Lorraine dans la sidérurgie. C'est important d'avoir en tête que ce sont deux ingénieurs qui sont à l'initiative de cette affaire parce que vous y retrouverez dans les outils qui ont été produits, dans les démarches qui vont être préconisés aux enseignants, quelque chose qui relève de leur culture professionnelle. Donc Alain Elie, installé au sein de la direction des lycées et collèges, l'ancêtre de la DGESCO, va donc concevoir un système de délivrance des CAP et de BEP par contrôle continu des connaissances. Alors, comme nous sommes en 1970, il y a eu en 1968 un contrôle continu des connaissances inventé et mis en place dans l'université. Rien à voir. À l'université, ce sont des partiels. Dans la voie professionnelle, dans les collèges d'enseignement technique de l'époque, c'est un système qui s'appuie sur les évaluations des apprentissages des élèves à partir d'activités ordinaires à l'intérieur des progressions des enseignants. On va donc ainsi économiser du temps d'enseignant, plus de réunions, plus de commissions d'élaboration de sujets et du temps d'élèves, puisque de toute façon, ces élèves auraient réalisé l'exercice dans le cadre de la classe ordinaire. Par ailleurs, cette évaluation continue, sans le couperet d'un examen terminal, devrait être facteur de réussite. Pourquoi ça marche pas? Ah, mon écran est figé.
Écoutez, je laisse ça comme ça parce que comme ça, je pourrais le manipuler mieux qu'avec la plein écran. Donc, c'est un système pragmatique élaboré par les acteurs, un peu à la manière de nos collègues du Québec. À la direction du lycée, Alain Elie pilote ce qui est une expérimentation. Ce sont en effet les professeurs des 13 collèges d'enseignement technique qui ont accepté de se lancer dans l'aventure, qui constituent les groupes de travail, des groupes de travail de recherche et d'expérimentation, dits GEREX, aux côtés de professeurs d'école normale nationale d'apprentissage, ce sont les écoles normales de la voie professionnelle, et d'inspecteurs de l'enseignement technique. Ces GEREX se réunissent régulièrement au ministère pour élaborer dans chacune des disciplines enseignées alors en collège d'enseignement technique, ancêtre des lycées professionnels, des référentiels de diplôme. Les professeurs d'ENENA de psychopédagogie sont en première ligne et s'inspirent des travaux nord-américains sur l'évaluation. Les référentiels sont tous conçus sur, comme on dirait en couture, le même patron. On- Chaque discipline est organisée en capacités, déclinée en compétences, auxquelles sont associées des activités possibles pour l'évaluation et des critères. Par exemple, en français, on distingue 5 capacités identifiées par des lettres, communiquer oralement, s'informer, appréhender, comprendre un message, réaliser un message, apprécier un message. Là, vous avez un petit développement de ces capacités et 3 techniques. La technique alpha, maîtriser l'expression orale, la technique bêta, respecter les contraintes d'orthographe, de syntaxe et de vocabulaire, et la technique gamma, maîtriser la lecture. Ces capacités, alors là je sors du français, ces référentiels sont toutes organisées en niveaux. L'élève, pour obtenir un CAP industriel, doit obtenir le niveau 2 du référentiel. Par contre, pour un BEP tertiaire, il faudra obtenir le niveau 4. Ces niveaux sont articulés, c'est-à-dire que le niveau 2 est à la fois le niveau terminal d'un CAP industriel et le niveau presque de départ d'un BEP tertiaire. On va rentrer un petit peu dans le détail et je vais vous présenter un niveau de la capacité B en français. Alors cette capacité, j'y reviendrai tout à l'heure, elle est présente dans tous les référentiels, sous des appellations un petit peu différentes, mais tous les référentiels évaluent chez l'élève s'il sait se documenter, rechercher une information, voire constituer une documentation. 3 colonnes dans le référentiel. La première, c'est la capacité déclinée en compétences. Vous voyez là, rechercher, trier, traiter. Dans la colonne du milieu, les situations possibles d'évaluation, une recherche ponctuelle, la situation d'un fait précis à l'intérieur d'un atlas ou d'une chaîne chronologique, de la recherche de références, la sélection d'éléments, le repérage dans des documents. En français tout particulièrement, les critères de réussite sont relativement vagues. Les référentiels dans toutes les disciplines sont en effet des référentiels de compétences présentées de façon générale. Elles ne sont pas reliées à des contenus notionnels. Les contenus notionnels, ce qu'il faut savoir enseigner d'un auteur, de l'étude de la langue, de l'histoire littéraire, ça c'est dans les programmes qui existent à côté et qui, eux, à cette époque-là et même par la suite, relèvent d'une autre logique. Donc les critères de réussite ne peuvent pas être reliés aux notions enseignées. On appréciera alors l'exactitude de la réponse au regard du programme, la pertinence ou l'adéquation. À quoi et comment être utilisés ces référentiels? Eh bien évidemment pour évaluer les situations d'évaluation sommative qui participent à la certification
sont donc, je le redis, des exercices ordinaires de la discipline. À chaque fois qu'ils veulent évaluer les élèves à un niveau donné, les professeurs vont identifier dans l'exercice qu'ils vont proposer les capacités du référentiel. D'abord, donc, est-ce qu'ils évaluent la capacité A ou la capacité B, C ou D? Ou s'ils veulent, par exemple, évaluer la capacité D, réaliser un message, que vont-ils aller chercher dans le programme? Quel exercice proposer aux élèves pour que cette évaluation au niveau donné soit possible? Donc, ces professeurs identifient les capacités du référentiel, les compétences associées et les critères d'évaluation. Toutes ces informations sont communiquées aux élèves qui sont donc informés de la performance évaluée, c'est le contrat, et ces élèves peuvent suivre leur progression au regard de la certification. Ces situations d'évaluation, exercices et fiches contrats sont réunies dans ce qu'on appelle un dossier probant qui est tenu à la disposition d'un jury permanent. Ce jury est constitué à la fois des professeurs des équipes de la classe et de professeurs venant d'autres établissements qui enseignent dans la même section. Ces professeurs qui sont dans dans 13 établissements de l'expérimentation ne sont pas nécessairement, eux, complètement au fait de ce système d'évaluation, mais ils enseignent dans la même section. Donc, dans les années 1970-80, passer d'une évaluation ordinaire, sans critères véritablement explicités pour les élèves, souvent globale, à ce type d'évaluation engage les enseignants dans ce dispositif à une vraie réflexion sur la didactique de leur discipline. Quels sont les exercices représentatifs de les disciplines? Les capacités, les compétences qui sont mises en œuvre? Comment les calibrer au niveau terminal du référentiel? Par ailleurs, très rapidement, les professeurs s'aperçoivent qu'on ne peut pas évaluer dès le départ au niveau terminal d'une capacité. Ils découvrent donc naturellement l'évaluation formative, apprennent à la distinguer de l'évaluation sommative et certificative. Et je dois dire, pour faire référence à l'exposé de Christophe Grémion, que très vite, ils vont découvrir les travaux en particulier de Georgette Nunziati et qu'ils se référeront à l'évaluation formatrice. Les professeurs se servent pour évaluer, mais aussi pour enseigner, car cette forme d'évaluation va générer des pratiques pédagogiques spécifiques. La pédagogie par objectif, la pédagogie de la réussite, car si l'élève ne réussit pas son exercice au niveau terminal, on va lui offrir une seconde chance, voire mettre en place de la remédiation. Et enfin, ça va les engager à travailler en transversalité. Comme les référentiels sont bâtis sur le même patron, on retrouve des capacités proches. Il y a celles qu'on retrouve partout, s'informer, se documenter, mais réaliser un message, réaliser un dessin industriel dans cette discipline, réaliser un texte en histoire et en géographie, peuvent permettre un rapprochement didactique aux enseignants et un travail en collaboration. Ce système va se terminer dans les années 90-95 et loin de simplifier l'évaluation, il va considérablement le complexifier. Car si en 1972, les 13 équipes de départ étaient volontaires et formées par les professeurs des NENA et les inspecteurs, elles étaient aussi dotées de moyens supplémentaires pour des formations, des réunions. Quand l'expérimentation en 1982 va s'étendre à 200 collèges d'enseignement technique, il n'y aura pas les mêmes moyens à disposition des enseignants. On va donc avoir de plus en plus d'enseignants, pas nécessairement volontaires, ni formés, ni même informés. L'usage des référentiels mal maîtrisés devient de plus en plus une charge et les nouveaux enseignants ne s'adaptent pas à cette forme d'évaluation. Mais c'est la création des baccalauréats professionnels en 1985 dont le règlement d'examen ne permet pas le contrôle continu qui va signer le coup de grâce.
que reste-t-il de ce dispositif en 1990-95? Eh bien, euh, il n'y a jamais eu de véritable évaluation de la réussite de ce dispositif. Mais ce que les enseignants reprochaient le plus, c'était la lourdeur de ce système, plus que son inefficacité. Quant au référentiel, les disciplines d'enseignement général vont rapidement les abandonner, et c'est dans les disciplines d'enseignement professionnel qu'ils ont subsisté, proches de ceux du contrôle continu. On y a conservé les compétences, les situations professionnelles, on y a ajouté les savoirs associés, et ce sont des outils qui permettent aujourd'hui de définir les objectifs de formation, de construire des évaluations et qui formulent les contenus d'enseignement. J'en ai terminé. Merci beaucoup.